Excusez-moi, si je peux me permettre, c'est pour un goûter, ça fait un peu beaucoup quand même. Vous devriez faire attention. Vous voulez pas qu'on vous allège un petit peu de 2-3 frites, mademoiselle? Mademoiselle? Écoutez, vous me laissez tranquille, s'il vous plaît? C'est juste que là, un fois qui mange pas ça. Même une baleine qui a vraiment la dalle, tu vois. Non mais hey, tu arrêtes maintenant. Là tu vas arrêter. Là tu vas arrêter. You don't treat Madame, women like this. Ici. You don't treat Tu vas women présenter like les this. excuses tout de suite. J'appelle les flics. You don't treat women like Le this. physique qu'elle a, ça la regarde qu'elle. Exactly. Tu m'entends, tu viens un petit con. Bonsoir. La scène que vous venez de voir se déroule dans un bistrot. Elle est provoquée par des comédiens qui s'en prennent à une femme en surpoids. Et si ici il s'agit d'une mise en scène pour observer la réaction des autres clients, dans la vraie vie, il arrive souvent que les kilos en trop deviennent un sujet d'embrouille sur la place publique. Alors qu'en réalité, la corpulence relève de l'intimité de chacun. Comment la cliente insultée s'est-elle sentie? Quel jugement les autres clients ont porté sur la scène? Et pourquoi s'autorise-t-on une attitude aussi agressive avec ceux qui ont des kilos en trop? C'est à ces questions qu'on tentera de répondre dans l'heure qui suit. Ce soir, nous vous emmenons dans la tête d'un gros. Et je dis bien gros, puisque c'est ainsi que l'on qualifie avec mépris les personnes en surpoids ou obèses. Depuis l'adolescence, j'ai dû lutter avec à la fois ces pulsions que j'avais avec la nourriture et ce dégoût de moi qui faisait que j'avais envie de me faire du mal. Ce soir, nous serons dans la tête de Gabrielle, pleine d'idées noires à force de recevoir des coups. Nous nous glisserons dans la peau d'une personne obèse pour comprendre le regard des autres. Nous serons également dans la tête de Stéphane. Les personnes se moquaient de moi. J'étais la victime qui se faisait harceler, racketter. Enfant obèse, il a survécu à l'enfer du préau. Nous vous présenterons plusieurs expériences et retrouverons des enfants. Avec eux, nous verrons à quel moment de la vie nous intégrons les clichés négatifs sur les personnes en surpoids. Lui, il est gros parce qu'il a mangé quoi de sucreries. Mais tout de suite, entrons dans la tête de Lynn, 1m73, 123 kg. Tout ce que je mange à la maison est contrôlé par mon père. Un jour, en fin d'après-midi, je rentre d'un entraînement de volley ou badminton, je ne sais plus, et j'ai faim, je vais dans le frigo et je prends des tomates cerises. Mon père rentre, je l'entends aller dans la cuisine, ouvrir le frigo et hurler « Lynn !» Et là, il m'engueule en disant que j'ai mangé des tomates cerises, que j'ai pas à manger entre les repas parce que ça se fait pas, et si je veux perdre du poids, c'est pas comme ça que ça va marcher, et que si j'ai envie d'être grosse toute ma vie, faut que je continue comme ça. Des tomates cerises. Il a compté les tomates cerises. Il ne dit jamais clairement que c'est parce que je suis grosse qu'il me frappe. Les coups tombent pour des raisons à chaque fois différentes, et je sais jamais quand. La douleur physique, pour moi, pour mon histoire, pour ma vie, est bien moindre par rapport à la douleur que je ressens encore maintenant par rapport aux mots. Je crois que pour mon père, une fille doit être mince, jolie, douce, quelqu'un de précieux, quelqu'un de raffiné, de posé. Mon père et ma mère aussi fonctionnent énormément sur le paraître. Ça se peut fortement que je me suis bâti une espèce d'image de grosse dure, de personnes fortes, extérieurement et intérieurement, pour donner du crédit finalement à leurs mots. À force de s'entendre répéter « tu es grosse »,« personne ne veut de toi »,« tu es moche », les étiquettes, ça reste. Un père qui traite sa fille de grosse vache, de cafard, c'est terrible. Dans la société, l'obésité, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Socialement, les gens sont méchants. Le racisme qui est gros, la méchanceté, les patients obèses en sont souvent des victimes. Ils ont droit à des injures, à des obscénités qui sont hallucinantes. La Suisse compte 10% d'obèses, c'est donc 10% de la population que l'on rejette régulièrement. Lynn a accepté de témoigner et de nous parler de son enfance où elle a subi la discrimination de son entourage. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 29 ans. On la retrouvera en fin d'émission. Elle nous racontera comment elle a réussi malgré tout à prendre confiance en elle. Mais pour le moment, je vous propose d'aller à la rencontre d'une autre jeune femme, Gabrielle. Ses blessures naissent aussi dans l'enfance, des blessures qu'elle a encore de la peine à soigner. Nous la repérons très vite, 1,53 m et près de 150 kg de douleur à vif, d'humiliation et de mépris. Gabrielle Dédier arrive de Paris, son livre sous le bras. On ne naît pas grosse. Un bouquin coup de poing où l'auteur vomit sa souffrance. Cash, sans pathos, Gabrielle raconte son dégoût d'elle-même et sa peur des autres. J'ai l'impression que depuis l'adolescence, j'ai dû lutter avec à la fois ces pulsions que j'avais avec la nourriture et ce rapport déviant à la nourriture et ce dégoût de moi qui faisait que j'avais envie de me faire du mal, j'avais envie de souffrir, mais je me sentais pas capable de passer à un acte plus radical qui aurait été le suicide, par exemple. J'ai toujours eu l'impression que je vivais pas ma vie, que j'avais une vie fantasmée, que je projetais et dans laquelle tout allait bien. Et à côté de ça, ma vie, c'était complètement le chaos. J'ai toujours eu ce sentiment d'être à ma place nulle part et d'être fugitif partout. Moi, me faire du mal, ça consistait à vivre exclusivement la nuit, donc me couper au maximum des gens, accumuler de la nourriture et pendant 3 heures, me poser sur le sol, entourée de coussins pour pas mourir dans son vomi. Quand j'ingurgite cette nourriture, le but, c'est de provoquer une sorte d'état comateux où on n'a plus l'impression de sentir quoi que ce soit. C'était aussi des périodes où j'étais incapable de me laver. Enfin, je sais que ça peut paraître très jusque boutiste, mais je me suis retrouvée dans ces périodes-là où j'étais dans mon 13 mètres carrés, je ne descendais pas mes poubelles. Dans 13 mètres carrés, ça va vite, hein, on est vite envahi. Et en fait, je devenais moi-même un déchet et chez moi, ça sentait le fauve, mais j'étais un fauve aussi. Mais parfois, il faut sortir de sa bulle, s'aventurer dans le monde des autres. Pour vivre, même très mal, Gabrielle doit travailler. Son bagage universitaire important et sa volonté sans faille n'ont hélas pas fait le poids. Je crois que je suis jamais sortie du job étudiant de ma vie. En fait, c'est comme si j'étais une perpétuelle adolescente qui n'arrive pas à entrer dans le monde des adultes. Et à un moment, il a fallu que je bosse. Et donc, je commence à chercher du travail. Et là, je prends ma liste de CV, je fais la tournée des fast-food de Montpellier. Et on me dit tout le temps non. Et puis, il y en a un qui est pas loin de la fac, donc j'insiste et j'y vais souvent. Et un jour, ce bonhomme, il sort de ce fast-food. Il vient me voir sur le parking. Et il me dit, arrête de poser des CV, tu gaspilles des CV pour rien. Pourquoi ? Et là, il me répond, on n'a pas envie que les gens voient comment ils pourraient devenir s'ils venaient chez nous trop souvent. Et là... pardon. Je suis désolée. Ouais. C'est une cicatrice qui se refermera probablement jamais. C'est une souffrance énorme. Une partie de ces personnes vont souvent s'isoler, vont souffrir en silence,
Et une autre partie va essayer de bricoler pour sentir un petit peu mieux. Et puis, une partie plus petite va arriver à sublimer. En fait, à prendre vraiment le bon côté des choses, à augmenter son estime de soi. Mais ça, c'est quand même pas du tout le cas le plus souvent. C'est pas du tout cela. Quand on est dans une sorte de dégoût de soi qui est perpétuel, qui fait que on est hypersensible, on est à fleur de peau, et puis je suis aussi un peu sanguine en fait. Je suis une fausse calme. L'autre, ça devient trop en fait. L'autre, ça peut être cet enseignant qu'on aurait aimé être bienveillant, mais qui vous a reproché c'est votre problème de poids. L'autre, ça aurait pu être l'infirmière de l'école qui aurait pu être bienveillante, mais qui vous dit que vous sentez mauvais et qu'il faut laver les bourrelets. C'est infernal en fait. Et pour fuir l'autre, je me suis retrouvée pendant des périodes de ma vie où je me suis enfermée volontairement, comme si je me coupais du monde volontairement en fait. David Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, vous enseignez la sociologie et l'anthropologie. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, l'un d'entre eux s'intitule d'ailleurs « Anthropologie du corps et modernité ». Alors, quels sont les stigmates, quels sont les stéréotypes qu'on attribue aux personnes en surpoids ? Une personne en surpoids, c'est quelqu'un à qui on risque de reprocher de manquer de volonté, de manquer de contrôle sur sa vie personnelle, de manquer simplement même d'une reconnaissance des autres, qui la regarde et puis qui trouve qu'elle n'a pas forcément un aspect très réjouissant. Donc une personne en surpoids, elle est en dérogation face à une tyrannie de l'apparence dans nos sociétés contemporaines. Quand je me souviens de ma propre enfance, moi qui ne suis quand même pas si âgé, j'ai pas le souvenir qu'on regardait avec dégoût, avec horreur ou avec stigmatisation les personnes un peu fortes qui existaient dans ma famille, par exemple, ou ailleurs. C'était de l'ordre des choses. On considérait de toute façon que le corps était un peu un destin. On naissait avec un corps qui allait devenir plus maigre, plus fort, plus gros, etc. Bon, puis les choses étaient comme ça. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. On vivait comme on était, etc. C'est vraiment tout récemment, donc je vous dis, pour moi ça démarre vraiment dans les fin des années 80, qu'il y a cette marchandisation du corps qui passe dans tous les domaines, que ce soit les cosmétiques, la chirurgie esthétique, le culturisme, l'alimentation, etc. Il y a cette nécessité de contrôler son corps, de faire de son corps une icône de sa présence en quelque sorte, d'être vraiment à la hauteur du regard des autres. David Le Breton, quelles sont les conséquences de cette stigmatisation sur les personnes? J'entends les conséquences psychologiques. Elles peuvent alimenter le sentiment d'être mal dans sa vie, mal dans sa peau, d'être en permanence une sorte d'insulte au regard des autres. Donc c'est sûr que la qualité de vie risque de s'en ressentir. Voilà. Mais je pense que ça a toujours évidemment des incidences parce que ces personnes vont poser des problèmes parfois dans les trains, dans les avions, dans les transports en commun, indépendamment de la question du regard, de ce regard qu'elles sentent en permanence posé sur elles. On comprend bien que c'est pas un élément très propice à se sentir épanoui dans son existence. Le regard des autres sur les personnes en surpoids est-il vraiment si pesant? Nous tentons une expérience avec l'aide de Sophia, une figurante. La jeune femme est de corpulence moyenne. Elle disparaît et réapparaît en version XXL après avoir enfilé une combinaison spéciale simulant 30 kilos supplémentaires. À la gare de Genève, notre caméra discrète enregistre la douce indifférence qui entoure notre Sophia obèse. J'arrive pas à me baisser. C'est vraiment gentil, madame. Je vous remercie, madame, merci. Il y a de la bienveillance parfois, jamais d'invective. Mais les regards sont bien là. Au mieux, interloqués. Au pire, moqueurs. Dernier coup d'œil de la passante. Il faut dire que les kilos superflus des femmes sont davantage moqués que ceux des hommes. L'expérience se poursuit devant la gare. Ça vous gêne pas si je me mets là? Ah ben,
Ben, ça fait plaisir aussi. Vous êtes cassé quelque chose ou vous êtes fait mal de quelque part? Ouais, j'ai une grosse constipation. J'ai eu un choc fatal sur l'automne. Oui. J'ai des problèmes aussi à marcher. Le poids fait que mes genoux, ben... Le problème, c'est que moi, c'est carrément une vie, c'est pour la vie. Donc peut-être qu'en faisant un régime ou en faisant je sais pas quoi, peut-être qu'on va arriver à alléger ça tire. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les gens ne comprennent pas forcément. Lui, il me racontait que j'avais de la chance, entre guillemets, parce que je peux maigrir et me faire un régime. Eh ben, c'est là que je vais bloquer, en fait. Parce que ta chance, il ne sait pas du tout. Dans l'esprit des gens, être obèse, c'est une question de volonté. Maigrir, c'est qu'une question de volonté. Et donc, tu as de la chance, tu peux remédier à ton état. Sauf que ton état, chez plein de gens, il est irréversible. Et les gens pensent que c'est forcément systématiquement réversible. Donc, ce qu'il te dit, ça fait partie des préjugés sur les personnes grosses qui te racontent. Toi, tu peux changer. Non, il y a des gens qui peuvent changer. Tous les gros ne peuvent pas changer. Il y a la stigmatisation quotidienne, celle qui s'exerce dans la rue ou à la maison. Mais les personnes en surpoids peuvent aussi être malmenées là où on s'y attend le moins. Dans le monde médical, les patients en surpoids sévère sont toujours plus nombreux, mais cabinets médicaux, hôpitaux et soignants n'ont pas encore tous intégré ce changement. Laisser ses préjugés au vestiaire et réussir à se mettre à la place de l'autre une fois endossé la blouse blanche, une attitude qui passe aussi par la sensibilisation. Quand vous avez une otite, que vous souffrez le martyre parce que l'otite, ça fait mal. Et que le médecin, la première chose qu'il vous dit, c'est vous avez pensé à surveiller votre poids, passez, montez sur la balance et que vous êtes en train de chialer parce que vous avez l'impression qu'il y a votre cœur qui bat dans votre oreille. Et ce médecin qui fait ah mais attention quand même, n'allez pas casser la table pour s'allonger. Et là on se dit non mais bonhomme quoi, je vais chez l'esthéticienne me faire épiler les jambes, elle m'a jamais dit que j'allais lui péter la table. Toi t'es tout bib et t'es pas capable de recevoir quelqu'un qui fait 150 kilos. Donc tout ça, ça commence à énerver. Et puis après il sort un brassard pour prendre la tension, vous avez toujours mal à votre oreille. Et là il se rend compte que il a pas de brassard assez grand et il vous le reproche. Et il dit « Ah, mais le bras est trop gros ». Je dis « Bah non, mettez une rallonge. Les autres docteurs, ils ont des rallonges. » C'est ce rapport-là, en fait. C'est cette impression d'être méprisé systématiquement. C'est assez compliqué parce que finalement, les soignants, voire les médecins, ont la même critique par rapport aux patients que la population. Il faut qu'on maigrisse, il n'y a qu'à maigrir, et c'est beaucoup plus compliqué que cela. En plus, les soignants et les médecins devraient considérer l'obésité comme une maladie et ils ne le font pas toujours. C'est une maladie métabolique, c'est une maladie qui fait des complications très sévères, diabète, cardiovasculaire, ostéo-articulaire, mais aussi le cancer est augmenté 2-3 fois chez les patients obèses. Heureusement, les soignants se soignent grâce à la combinaison d'obésité. Nous proposons à Stéphane, un figurant, de la revêtir avec l'aide de Valérie, notre assistante. 30 kilos ont été rajoutés au poids initial du comédien et quelques bourrelets aussi. Il va passer la journée comme ça. Nous sommes à la Haute École de Santé La Source, à Lausanne, qui forme les infirmiers et les infirmières. Merci. Grâce à la combinaison, les étudiants peuvent ressentir ce qu'éprouvent les patients obèses. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui s'y colle et Virginie va devoir adapter son comportement d'infirmière. Ils sont observés par les caméras de l'école. Je vais vous prendre la pression, je vais vous mettre le brassard. Je vous lève un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous constatez là, Virginie? Qu'il n'est pas adapté. Donc, je prends juste un autre brassard. Oui. Le personnel se retrouve parfois en difficulté. Il se retrouve avec un patient de passer 120, 130, 140 kilos et rien n'est fait ou peu de choses sont faites pour pouvoir l'accueillir correctement. Par exemple, je peux vous dire une chaise roulante. Une chaise roulante, un patient en obésité morbide ne peut pas s'asseoir. Donc, le personnel soignant se retrouve dans ces situations. Donc, plus haut
notre vœu le plus cher. C'est améliorer l'empathie et améliorer la prise en charge de ce type de patient. Vous avez une tension qui est haute, on voit là 174/86, ce qui est plus haut que la dernière tension. L'obèse est donc un malade et le manque de volonté n'a rien à voir là-dedans. Parmi les causes de la maladie, la génétique bien sûr, les erreurs alimentaires et la vie sédentaire également, mais surtout, et c'est le plus important, une cause comportementale. Un tiers des patients obèses ont une addiction alimentaire, comme on peut avoir une addiction à l'alcool ou une addiction à la cocaïne. C'est les mêmes circuits de récompense dans le cerveau. Alors, chez les patients qui viennent nous voir, un tiers d'entre eux ont subi des attouchements ou des viols. Donc, on ne peut pas s'occuper d'un patient obèse sans partir de la tête, partir du psychologique. Ensuite viendra la perte de poids et le travail sur l'image du corps. Je dirais qu'une des causes sous-jacentes à tout cela, c'est le stress. Je m'occupe de patients qui n'ont plus de travail ou qui en ont trop. Le stress va faire qu'on n'a plus le temps de faire des commissions, qu'on n'a plus le temps de faire à manger, qu'on s'occupe mal de sa santé, qu'on n'a plus le temps de marcher et que finalement on ne fait que de grignoter et qu'on a des troubles du comportement alimentaire. Donc le stress est un grand moteur. Merci. Ça va? Ouais. C'est une maladie qui est en train de prendre une dimension planétaire. Il y a plus de gens obèses aujourd'hui que de gens mal nourris. Dans des pays anglo-saxons, je dirais, anglais, américains, australiens, mais on est à pas loin de 50% de la population. C'est une catastrophe parce que c'est irrécupérable sur le plan soins de santé. Et ça devient presque une norme. Depuis ce matin, Stéphane trimballe ses rondeurs. Accompagné de la journaliste, il va tester la conduite avec son nouveau format. Là, ça va. Monter, régler le siège, attraper la ceinture. Voilà. Comme ça. Visiblement, c'est pas fait pour quelqu'un de cette corpulence parce que la boucle est tout en bas et donc il faut aller la chercher, trouver où l'encliquer. Puis la conduite après était assez aussi difficile. Arriver à garder l'œil tourné comme ça et tourner le volant. Je suis content de ne pas avoir eu de créneau à faire. Nous faisons une halte sur les hauts de Lausanne. Stéphane transpire, souffle, se fatigue. À chaque pas suffit sa peine et l'imprévu prend des allures d'acrobatie. C'est pas évident. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu surjoué le moment où vous vous baissez pour lasser le soulier? Ah non, non, là aussi c'était une grosse surprise. Il y a des efforts nouveaux partout. Des efforts pour descendre sur ses pieds, des efforts pour arriver à atteindre le lacet. Avec ma corpulence, il faut que j'arrive à trouver une position d'équilibre, ce qui n'est pas facile, et j'ai les bras trop courts, parce que ça comprime ici pour pouvoir atteindre le lacet, et j'ai dû vraiment quasiment bloquer ma respiration, expulser l'air pour pouvoir avoir assez de place pour attraper mon lacet. Donc c'était une expérience difficile. On va essayer. À pied. À pied, oui. Il n'y a pas d'ascenseur, je crois. Elle s'érige comme un défi majeur, la tour de Sauvablin. Plus de 35 mètres de hauteur. Déjà, rien que la rampe, là, promet un défi intéressant. Qui gravira en premier les 302 marches de l'édifice? Et avec quel écart au chronomètre? La journaliste est arrivée en haut de la tour en 2 minutes et 42 secondes. Stéphane a hissé ses rondeurs en 4 minutes et 42 secondes, soit près du double. Ça va, le souffle Ouais, bien? ça va, je transpire un peu. Vous avez dû vous arrêter là dans la montée? Oui, j'ai fait quelques paliers. Lever chaque jambe, parce qu'il y a du poids sur chaque jambe, et puis soulever toute la masse à chaque marche. Je suis content d'être arrivé. Ouais. Bravo. C'est un magnifique. repos mérité. La vue, elle est belle. Hein. La vue est magnifique.
Je pense en fait à tous ces endroits qui de fait deviennent assez inaccessibles pour des gens en surpoids ou avec une corpulence difficile. Ouais. Vous l'aurez compris, la stigmatisation des personnes en surpoids est partout. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle commence très tôt. De nombreuses études le prouvent, dès l'âge de 1 an déjà, le bébé réagit aux rondeurs. Il est tout d'abord intrigué par cette différence. Son regard s'attarde plus longuement sur des photos illustrant des personnes grosses. Plus tard, les enfants sont socialisés, dans leur famille et à l'école notamment. Jusqu'à quel point sont-ils influencés par leur environnement? Leur constat initial d'une simple différence se transforme-t-il en jugement de valeur? Nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous invitons dans les locaux de la télévision 6 enfants entre 4 et 6 ans. À cet âge-là, les petits poussins sont, paraît-il, des nids à clichés. On peut dire que dès 3 ans, les enfants ils vont avoir des stéréotypes. C'est une manière en fait simple d'appréhender le monde, de comprendre son environnement. Donc on va utiliser ce qu'on entend dans sa culture, dans son environnement social, ce qui se dit. C'est pas forcément les parents qui le disent, c'est ce que la société dit autour de l'enfant, qui l'enregistre comme étant, ben voilà, c'est comme ça qu'on comprend le monde. Quels sont alors les stéréotypes rattachés au surpoids? Et surtout, sont-ils vraiment déjà présents dans la petite enfance? Luigi va soumettre plusieurs questions aux enfants qui s'amusent ici à se représenter. Pour y répondre, les petits disposent de 3 vignettes. L'une représente un enfant paralysé, l'autre un enfant en surpoids et enfin un enfant standard. Tu vas me dire de ces 3 petites filles, laquelle tu aimerais inviter à ton anniversaire? Elle? Pourquoi? Parce qu'elle est pas sur une chaise roulante, donc elle pourra pas faire les activités. Ouais. Et elle est un peu grosse aussi. Ça bouscule un peu les personnes. Ça bouscule un peu les personnes quand on est trop gros. Lequel tu prendrais pour ton anniversaire? Oui? Pourquoi? Parce qu'il est moins gros que celui-là et il n'est pas blessé comme celui-là. Parce qu'il est moins gros que celui-là et parce qu'il est moins blessé que celui-là. D'accord. Lui, il est handicapé. Oui. Il peut pas jouer. Oui. Lui, il est maigre. Ouais. Il est bon pour jouer. Lui, il est gros. Parce qu'il a mangé quoi de sucreries. On a vraiment un discours, que ce soit dans les médias, dans les dessins animés pour les enfants, dans la publicité. On a continuellement en fait ce discours que le fait d'être gros est une chose négative. Donc les personnes en surpoids sont vraiment mal considérées dans notre société. Et les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne ça. Ils captent les informations dans leur environnement et ils vont les présenter si on leur pose la question. D'après toi, des 3 petits, là, lequel est le meilleur en mathématiques pour t'aider? Lui? Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus grand que celui-là. Parce qu'il est un peu plus grand que celui-là. Ah ouais. Laquelle est la plus rigolote? Elle? Pourquoi? Parce qu'elle est un peu comme ça, il a un gros nez. Comme elle est un peu grosse avec un gros nez, c'est la plus rigolote? Je vois. Rigolo. Ouais. Lui? Pourquoi? Parce qu'il fait un petit peu comme ça. Donc un gros, c'est rigolo. Et puis un handicapé, c'est malin, quoi. Si on veut dire le stéréotype, si je le formule un peu de manière réductrice. Alors après, ils n'étaient pas tous aussi caricaturales, mais quand même, si on doit choisir une personne handicapée, ça sera quand même plus pour son intelligence. Et si on doit choisir un gros, ça sera quand même plus parce qu'il est drôle. Et là, on voyait vraiment se manifester une sorte de vision tout à fait ordinaire dans notre société. Si tu devais choisir une de ces 3 petites filles pour être ta meilleure copine? J'hésite avec celle-là. Entre qui et qui? Elle et elle. Tu hésites entre elle et elle. Pourquoi pas elle? Je n'aime pas trop parce qu'elle est grosse. Tu n'aimes pas trop parce qu'elle est un peu trop grosse? Parce que si on va dans des chemins petits, elle devrait tout serrer. Ah oui, si on va dans des chemins petits, elle passera pas.
Ah, d'accord. Ils sont un peu embêtés avec leurs stéréotypes parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres théories à leur disposition. Pourquoi tu veux pas aller avec le gros en promenade? Parce qu'il prend trop de place sur le chemin. Enfin, c'est un petit peu un argument qui est tout à fait ad hoc. Ils sont un peu coincés quand ils doivent justifier. Un stéréotype, on ne peut pas le justifier en fait. On l'a, puis voilà. Par contre, ils sont vraiment très stéréotypés. C'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde pense la même chose, quoi. Il s'appelle Stéphane. Il y a encore 2 ans, c'était le gros, 124 kilos pour plus d'1,80 m. Aujourd'hui, il revient progressivement à un poids normal. Entre deux, ce fut l'enfer dans la cour d'école. Et les personnes se moquaient de moi. J'étais pas le même garçon que les autres. J'étais pas celui qui... Voilà, qui se faisait facilement des amis. J'étais au contraire la victime. Une victime qui se faisait harceler, racketter. Donc je me faisais racketter mon sac et autres. Et pour moi, c'était un secret ancré dans mon cœur et que je ne pouvais pas m'en défaire. J'étais vraiment stressé par les grands qui rigolaient en me voyant. J'avais le droit à des petits surnoms, oh quel bouboule, oh mais quel imbécile celui-là, oh t'es gros, machin machin. Et c'est vrai qu'à cette époque, moi j'étais extrêmement sensible à ça. Donc je rentrais à la maison, je ne disais rien à ma maman, et puis des fois, mais pas énormément, même des fois je pleurais. Le stress m'accompagnait dans ma vie, à l'école, il m'accompagne encore maintenant. Mais avant c'était catastrophique. C'était un point critique de non-retour. Cette boule au ventre qu'on ressent un peu, j'imagine tous, quand on a stress, pour nous, ça ne s'en va pas. Et le seul moyen qu'on trouve, c'est de manger. De manger ou d'essayer de faire, de faire quelque chose qui ne touche plus à ce qui nous fait stresser, justement, et d'essayer d'oublier. Et des fois, on est tellement stressé que, je crois malheureusement que je faisais partie de ces gens-là qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de stresser. Et donc de manger. C'était vraiment, je me goinfrais en rentrant de l'école. Ces enfants, à force d'entendre des insultes, des moqueries, intègrent en fait ces messages négatifs. Et au fond, pour eux, ça devient légitime d'être stigmatisés. Et ils vont me dire, je me hais, je me déteste, c'est affreux. Ou bien ils vont me dire, les autres ont raison, en fait. Je vaux rien, je suis un raté, j'arriverai jamais. Les conséquences de la stigmatisation, c'est vraiment une image de soi et une estime de soi effondrée. C'est un état dépressif flagrant, avec des idées suicidaires, et chez les enfants, c'est 4 à 6 fois plus important. Ils ont 4 à 6 fois plus d'idées suicidaires même que les adultes. Et pire encore, cette stigmatisation va augmenter les troubles du comportement alimentaire. C'est des enfants, des adolescents, même des adultes qui vont moins bouger, donc résultat, ça va encore aggraver leur obésité. J'ai envie de voir ce que ça a. Lorsque Stéphane a 8 ans, son père est hospitalisé pour une tumeur au cerveau. L'événement est traumatisant, il accroît le mal-être de l'enfant. Ça m'a achevé. J'étais triste chaque soir, je m'attendais à voir mon papa. Le papa que je rêvais, mon petit papa à moi qui me préparait mes goûters ou qui faisait des câlins. Et pendant 3 mois, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et je le cherchais des fois, je me disais « Ah papa, t'es là ?» Et puis il n'était pas là. C'était horrible. Alors là, j'étais vraiment stressé en permanence. J'avais une peur bleue de le voir mourir. Pardon. Mais mon papa, il m'a appelé un soir, j'étais tout petit. Il a crié dans le téléphone, je veux rentrer, il tapait sur la table. Oh mon Dieu, c'était horrible.
Ça, c'est vraiment la chose qui m'a fait grossir, vraiment. C'est vraiment l'élément qui m'a marqué dans ma vie. Ces deux-là s'aiment profondément. Pourtant, après l'hospitalisation, père et fils vont se tourner le dos. En cause, l'importante prise de poids de l'ado. Le père en veut à son fils et il s'en veut à lui-même. Il y a des moments où c'était difficile. Des moments où on peut se dire, voilà, j'ai raté ce chapitre-là. Comment éduquer mon enfant à ne pas être obèse, à être comme la société le veut, avec toutes ses attentes médicales, esthétiques et tout ça. Très probablement, sans le vouloir, je suis rentré dans le monde plutôt de reproches, de directivité, d'exigence. Ce qui fait que Stéphane s'est sûrement distancé. La communication est quasi rompue pendant des années. Stéphane s'anesthésie en mangeant toujours plus. Lorsqu'un jour, Charles apprend enfin ce que vit son fils à l'école, c'est le tremblement de terre. Moi, ça m'a complètement bouleversé. J'aurais jamais imaginé que derrière mon attitude de parent, d'essayer de diriger, d'imposer, voilà, une certaine autorité, et que pour lui, voilà, c'était un véritable calvaire. Maintenant, ce qui compte vraiment pour moi, c'est de retrouver cette relation avec mon fils, que je sois pour lui plus une personne un vrai papa. Aujourd'hui, tout se remet en place. Stéphane retrouve un père, des amis et progressivement un poids normal. Il a fait une thérapie, suivi un programme au CHUV et surtout, il s'est mis au catch. Le Stéphane Catcher, bah, il se la pète. Le Stéphane Catcher, il est, je sais pas, il est excessif. Il donne, bah, justement, mon personnage, il fait peur aux gens. Il est vraiment dominateur. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça me fait du bien. Vraiment de penser à ça, parce qu'en fait, je me dis, mais mais ces gens peuvent être comme ça, alors moi aussi. Et d'avoir commencé le 4, ça m'a vraiment donné une force qui m'a justement fait prendre du recul sur tout ce que j'avais à faire. Les mauvaises pensées, tout ça, ça m'a fait du bien. 1, 2, 3. Allez, let's go, c'est parti. Go, go, go. Et maintenant, comme je suis plus obèse, je me dis, voilà, t'es ce que t'es. Ok, t'as peut-être des défauts. T'es peut-être pas le mec le plus beau. Mais voilà, t'es ce que tu es. Je pense que je suis apprécié. Ouais. J'ai des nouveaux amis, une meilleure amie, un meilleur ami. Pour moi, tout va bien maintenant. Je suis content. Stéphane le basketteur, Stéphane le catcheur ont gagné. Mais Stéphane le gros, où est-il? Alors il sera là, toujours. Toujours dans mon cœur, parce que j'y penserai toujours. Toujours, toujours. Mais maintenant, pour moi, vraiment physiquement, il ne sera plus de notre monde. Il a disparu dans le néant. David Le Breton, quelles sont les conséquences de cette stigmatisation sur la question de l'adolescent? Ah oui, là, au moment de l'adolescence, c'est bien plus redoutable, évidemment, parce que c'est le temps où le jeune s'ouvre à autrui, et notamment à travers les relations sexuelles. C'est vraiment le passage, l'enfance, c'est l'univers familial, encore intrafamilial. L'adolescence, c'est l'ouverture sur le lien social. Et c'est là où le regard des autres devient extrêmement prégnant, même se fait très violent. Il y a une tyrannie des pères, PIRS, hein, c'est plus la tyrannie du père ou de la mère, c'est les autres autour de soi qui vous disent « mais toi, t'es trop gros, t'es trop maigre ». Au moment de l'adolescence, non, là, le jeune va prendre de plein fouet le stigmate, avec le sentiment qu'il n'a pas sa place dans le monde, qu'il est rejeté par tout le monde, que jamais personne ne l'aimera, hein, cette fille en surpoids ou ce garçon en surpoids. Finalement, c'est une sorte de rejet hors de la condition humaine. À ce stade, l'équation est simple. Être gros, c'est être pointé du doigt et donc perdre ses moyens. 2 chercheuses brésiliennes ont réalisé une expérience. Leur question initiale, les clichés sur les personnes en surpoids affectent-ils leur performance? Nous décidons de tenter ce test à notre échelle, avec nos moyens. Nous invitons dans nos locaux
8 personnes en surpoids. Il n'y a que des femmes, comme dans l'expérience brésilienne. Elles ont entre 24 et 37 ans et viennent des 4 coins de Suisse romande. Nous les séparons en 2 groupes. Voici le groupe A. Rentrez seulement, asseyez-vous. Luigi leur donne cette consigne. Alors l'exercice consiste à se maintenir le plus longtemps possible, pendant 60 secondes, sur une plateforme. Cet exercice n'est pas influencé par des critères personnels tels que la taille, le sexe ou le poids. Alors, asseyez-vous. Le second groupe, le groupe B, reçoit presque la même consigne. Mais cette fois-ci, les indications données par Luigi sont plus stigmatisantes. Ce qu'il faut ajouter, c'est que cet exercice est généralement influencé par des critères personnels tels que la taille, le poids ou le sexe. Les personnes en surpoids, par exemple, ont généralement des résultats plus mauvais que les personnes qui ne sont pas en surpoids. Dès que je vous dis top, vous montez sur la balance et vous... Ce message discriminant va-t-il influencer les performances de nos équilibristes? C'est parti. Les jeunes femmes du groupe A, non stigmatisées par la consigne, abordent la balance dans un esprit de challenge. Le fait qu'on soit, voilà, qu'on nous dise qu'il n'y avait pas d'importance de notre taille, de notre poids, etc., ça fait qu'on arrive plus léger sur l'exercice parce que voilà, il n'y a pas de pression en fait, tout simplement. Moi j'ai trouvé très rigolo parce que j'ai essayé de me concentrer, je regarde la petite, enfin, j'ai essayé de garder mon équilibre. Je trouve marrant comme jeu. J'étais contente de moi parce que c'était la première fois que je le faisais et je me dis que si je recommence une deuxième fois, sûrement que je ferai mieux. Dans l'étude brésilienne, chaque candidate a disposé de 10 essais. Ça va, Marlène? Oui. Le groupe des femmes non stigmatisées a maintenu la posture en équilibre pendant plus de 30 secondes dans 8 essais sur 10. C'est au tour du groupe B. En lui donnant la consigne, Luigi avait souligné, souvenez-vous, que le poids pouvait avoir un impact négatif sur la performance. Les candidates du groupe B s'installent sur la plateforme avec une pointe de stress. On sait qu'on a quelque chose, si on peut dire, de différent des autres. Et puis, ça nous stresse de nous dire peut-être qu'on ne va pas y arriver. Ça fait mal dans un sens. On se dit, voilà, c'est sous prétexte qu'on a déjà cette problématique, on part du principe qu'on va louper l'exercice ou du moins qu'on ne va pas tenir le nombre de secondes un maximum par rapport à d'autres personnes qui ne seraient pas dans notre situation physique. Dans l'étude originelle, le groupe des filles stigmatisées n'a maintenu la posture en équilibre pendant plus de 30 secondes que dans 2 essais sur 10. Pourquoi le groupe qui reçoit une consigne stigmatisante réussit-il moins bien? Le cerveau a du mal à faire 2 choses à la fois dans une situation. Et en fait, les personnes en surpoids ici, qui étaient en train de réaliser la tâche de bascule, étaient aussi en train de penser que si jamais elles échouaient, ça allait confirmer le fait que les personnes en surpoids manquent de volonté, manquent de persistance ou performent moins bien. Et donc, c'était cette partie-là qu'elles n'arrivaient pas du coup à allouer à la tâche qui faisait que, à la fin, la performance à la tâche était moins bonne. Comparé à un groupe qui peut entièrement se consacrer à la tâche parce qu'il n'y a pas de pensées interférentes qui surviennent, et ben la différence de performance s'explique comme ça. Au final, dans l'expérience brésilienne, le groupe dont la consigne était stigmatisante est resté presque 6 secondes de moins sur la plateforme que le groupe non stigmatisé. Alors, je sais que je suis clairement capable de faire mieux. Mais le stress, en fait, du moment de tout, ça pénalise beaucoup. Au moins une part des stéréotypes sont construits par les situations, donc ne sont pas forcément le reflet de véritables caractéristiques des personnes qui sont sous le coup de ce stéréotype. Pareil pour les personnes en surpoids qu'on va accuser partiellement d'avoir moins de volonté, d'être plus impulsives, de moins résister, de moins être persistantes. Ce stéréotype-là est en fait probablement
en partie totalement construit par le fait qu'il existe. C'est ça qui est extrêmement pervers dans les stéréotypes, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à dire que quelque chose existe, si ça prend une certaine ampleur et si un groupe social, une communauté commence à y accorder du crédit, eh ben, c'est quelque chose qui ensuite va être intuable. Être en surpoids, c'est être constamment maltraité et mis à l'écart. C'est subir la stigmatisation des autres et perdre confiance en soi. Ça fait beaucoup. Des femmes rondes ont décidé de se rebeller. Depuis une vingtaine d'années, le courant Body Positivity, qui est né aux États-Unis, incite à ne subir ni son corps, ni le regard des autres. Être ronde n'est finalement qu'une caractéristique parmi d'autres. Ashana, c'est 1,69 m et 115 kg. Ashana qui se sait grosse et se sent légère. Ça faisait longtemps en fait que je trouvais ça beau comme sport, c'est assez athlétique. J'ai la force pour y arriver, enfin, je peux au moins essayer, quoi. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, pourquoi pas essayer, quoi. Et elle y arrive plutôt bien. Elle a un corps hors norme, oui, mais elle n'en fait pas grand cas. Elle refuse obstinément qu'il pèse sur sa vie. Surtout, ce que j'ai pas envie, c'est qu'on me traite différemment. Et je pense que ça a pu être une des appréhensions que j'ai pu avoir avec la pole dance. C'est qu'on me laisse dans un coin et puis qu'on m'apprenne pas de nouvelles figures, etc. Parce que voilà, je suis grosse et puis du coup, je peux pas le faire. Donc c'est peut-être cette appréhension-là que j'ai. C'est surtout voilà, d'être traitée différemment par rapport à ça, alors qu'au final, j'y arrive aussi. Peut-être moins bien, moins rapidement, mais j'y arrive aussi, avec du travail. Les difficultés liées à ces kilos en trop sont désormais derrière elle. C'est clair que tout le monde se moque et se moquera toujours, ou alors pointera du doigt, ou fera des gros yeux, ou il y aura toujours une réaction, c'est clair, parce que c'est pas quelque chose dans la société qui est normal d'être en surpoids. Par contre, après, est-ce que ça m'affecte réellement au jour d'aujourd'hui? Non. Moi, j'ai appris à en faire une force. Je m'en fiche, en fait. Je m'habille comme ça me plaît. Je me maquille, je me coiffe, je me sens belle. Enfin, voilà. Maigrir n'est pas à l'ordre du jour. Alors, je dis pas que je ne pourrais pas perdre de poids, voilà. Je dis juste que j'ai pas envie de passer 2 heures par jour dans une salle de sport pour pouvoir arriver à un certain poids et ensuite, toute ma vie, faire attention à tout ce que je mets dans ma bouche. Je mange équilibré, je cuisine, je fais beaucoup de faits maison, je fais du sport, je bouge, je reste pas à la maison à rien faire, je me terre pas chez moi et voilà, j'apprends à vivre bien mes rondeurs. Lui, c'est Oscar, l'amoureux d'Ashana. Ça, c'était en 2009, du coup. C'était la même année que... C'était en 2009, ça, ouais. Là, j'avais déjà perdu presque 20 kilos. Et aujourd'hui, sa balance indique 70 kilos de moins. Oscar est un ancien obèse. Lui se considérait comme un malade et a choisi de se faire opérer. Il n'attend pas la même chose d'Ashana. Quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite plu. Son regard, tout. Donc, elle est extraordinaire. Elle est super. C'est une femme qui s'assume comme elle est, avec ses rondeurs. Mais elle a une force de vivre, une volonté de vivre qui me dépasse. Moi, j'aurais bien voulu être comme elle, quand j'étais obèse, justement. Parce que, à travers elle, je me rends compte que malgré tout, on peut être heureux. On peut très bien vivre avec son surpoids. Tout ça a comme un parfum de body positivity. Porté par Ashley Graham, le body posy, comme on dit, a été lancé aux États-Unis en 1996. Le message ? Que toutes les femmes s'acceptent telles qu'elles sont. Des mannequins grande taille en sont les égéries. David Le Breton, que pensez-vous de ce mouvement qui s'appelle Body Positive ? Ah ben j'en pense évidemment du bien. Je pense qu'il est nécessaire pour chacun de nous d'assumer notre condition corporelle. Il est fondamental que nous nous assumions en fonction de notre taille, de notre poids, de notre âge, de notre sexe, avec une marge de manœuvre d'ailleurs considérable qui nous est donnée, puisqu'on peut effectivement changer énormément de choses de notre corps. Mais en tous les cas, fondamentalement, si on n'est pas bien dans sa peau, hein, vous voyez la métaphore corporelle, si on n'est pas bien dans sa peau, c'est l'ensemble de notre rapport avec les autres, notre rapport avec le monde qui va mal. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui est gros, pour reprendre le terme stigmatisant, et qui descend dans la rue et qui revendique cet état de fait? Qu'est-ce que vous en pensez?
les gens en surpoids ne sont pas forcément des gens qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau. Il y en a énormément qui assument cette position-là. Il y a des blogs sur Internet, il y a des réseaux sociaux où des hommes ou des femmes en surpoids revendiquent leur beauté, leur qualité de présence, etc. Et donc sont fiers d'être gros ou d'être grosses. C'est plutôt un choix assumé d'un certain esthétisme finalement de leur vie. Hein, dans cette société où il faut être mince, moi je choisis finalement d'être une personne beaucoup plus en surpoids. Et puis ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Moi je suis bien dans ma vie, bien dans ma peau. On pourrait dire que c'est une forme de résistance politique d'une certaine manière aussi. Enfin de résistance citoyenne en tous les cas. Honnêtement, je me trouve pas moche, je me trouve jolie. Je dis pas que je me suis toujours trouvée jolie. Il m'a fallu du temps pour accepter mon visage, mes rondeurs, ma taille, etc. Bah elle aussi, tu vois. Moi, le regard des autres, je m'en fous, en fait. C'est un peu ça, si je veux parler franchement. Quand je suis avec elle, je suis bien. On est bien ensemble. On est un peu dans notre cocon à nous. Donc c'est vrai que le regard des autres, finalement, moi, il ne m'importe pas. Ashana et Oscar forment un couple formaté différemment des autres. Et alors, ils s'aiment, tracent leur route, et Ashana va continuer de sublimer ses rondeurs. Je suis très heureux que ces patientes se sentent heureuses, qu'elles se sentent positives avec leur excès de poids, mais avec les années, elles vont payer avec des complications. Et c'est vraiment embêtant pour nous, parce que quelque part, on devrait les mettre au courant, qu'elles apprennent, qu'elles comprennent que l'obésité est une maladie, et que quelque part, elles vont développer toutes sortes de complications. Il faut à peu près 20 ans d'obésité pour développer un diabète. Donc, 20 ans fois 20 kilos de trop, ça fait 400 kilos à l'année. Et c'est, pour moi, de plus en plus sûr. On a des tas de statistiques avec ça, épidémiologiques et des statistiques où on a suivi des patients. Donc voilà, c'est un mauvais rôle que je prends, de dire attention. Mais je connais peu de patients obèses heureux. Heureuses ou malheureuses, ces jeunes femmes? L'année dernière, Ashana était à leur place. Aujourd'hui, elle les chaperonne pour le compte du concours Miss Ronde Suisse romande. Plus que quelques semaines, et ce sera la finale en public. Il faudra alors exhiber sa taille, 46 minimum, avec élégance et assurance. Pour certaines, le défi est vécu comme une envie, un réel plaisir. Pour d'autres, il ressemble à une thérapie. J'ai la peine à avoir confiance en moi et du coup, ce concours, il m'aide beaucoup à me sentir bien dans mon corps, bien dans moi, assumer un peu plus mes formes. C'est pas encore ça, mais ça y va gentiment. Et puis me lancer aussi un challenge un peu, histoire que je vaux mieux que tout le monde en fait. C'est pas parce que j'ai des formes que je vaux pas mieux que les autres. 2, 3, 4 et vous arrivez en colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Booster l'estime de soi, s'accepter tel que l'on est. Miss Ronde s'inscrit dans le body positivity. Mais le mouvement fait moins de bruit en Europe qu'outre-Atlantique. Disons que là-bas, c'est très facile de se faire entendre, très facile d'organiser les choses. En Suisse, on est beaucoup plus tempéré. Et par rapport aux personnes en surpoids, on fait aussi très attention à la santé. Il ne faut pas trop déranger, il faut y aller gentiment. Donc c'est vrai qu'on se fait un petit peu moins entendre. Mais on est là, on existe. Et puis, avec la mentalité suisse, c'est-à-dire d'y aller doucement, de ne pas heurter, on essaie quand même de faire gentiment bouger les choses. Bien. C'est beau de les voir changer, de les voir danser. C'est pas parce qu'on a un corps qui est rond qu'on peut pas faire du sport, qu'on peut pas danser, s'exprimer. Et c'est superbe de pouvoir voir ça. Et aujourd'hui, il y a comme une volonté de dire mais je suis, j'existe, et j'existe pour qui je suis, pour ce que je représente, pour l'apparence que j'ai. J'existe pour l'apparence que j'ai.
C'est peut-être ce que se dit Lynn aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle s'est sentie peu aimée de ses parents, de son père en particulier, parce que trop grosse. Souvenez-vous. Il ne dit jamais clairement que c'est parce que je suis grosse qu'il me frappe. Les coups tombent pour des raisons à chaque fois différentes et je sais jamais quand. La douleur physique, pour moi, pour mon histoire, pour ma vie, est bien moindre par rapport à la douleur que je ressens encore maintenant par rapport aux mots. Quel regard vous avez sur votre passé aujourd'hui? Je pense que j'ai passé le plus difficile et que mon passé fait qui je suis. Et de toute façon, je dois vivre avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on verra jusqu'où je peux réussir à aller. Dans votre vie d'aujourd'hui, vos parents, et en particulier votre père, sont où? Loin. Loin. Je ne suis pas persuadée que cette distance puisse être amoindrie. Oui, j'ai un père. Il est l'homme qu'il est. Aujourd'hui, je suis une femme, à mon avis, accomplie, et j'ai plus besoin de cette présence qui me rappelle beaucoup de moments très durs. Je sais qu'il fera toujours partie de ma vie, c'est mon père. Mais je crois que j'ai réussi à me détacher suffisamment pour être celle que je suis et puis bien le vivre. Je me suis construite avec des personnes qui ne pensaient pas faire mal, mais je me suis construite avec des personnes qui vivent en étant une image, en étant un paraître. Et je me suis rendu compte que c'est tellement vide derrière cette image que je ne voulais pas ça. Et il m'a fallu mes enfants pour le comprendre. Parce que pour eux, je veux quelque chose de plein, de rempli, de vivant, de joyeux. Le bleu. C'est juste, regarde. Est-ce que vos enfants vous parlent de votre poids? On en rigole beaucoup. Pas plus tard qu'hier, on parlait... on était en train de jouer à Zelda avec mes deux grands. Et un des personnages a un gros ventre et puis des grosses fesses. Et je ne sais plus comment on est arrivé sur le sujet, mais Madden, mon fils, était en train de rigoler en disant « T'as vu, il a des grosses fesses ?» Je dis « Elles ont l'air super confortables, ces fesses. » Puis il m'a regardé, puis il a fait hey, « Comme les tiennes. » J'ai dit « Exactement. » Où vous en êtes aujourd'hui de votre rapport à votre corps? Ça dépend des jours. Je m'apprécie. J'arrive à faire ce que je veux sans me poser de questions. J'arrive à m'habiller en me disant « Ah, ça c'est cool », sans me dire « Ça va te boudiner », je m'en fiche, je m'en fiche. De toute façon, je m'habille pour moi, je me fais plaisir dans ce que je porte, et je crois que c'est le principal. De toute façon, je n'arrête pas de dire à mes enfants que quand on sourit à quelqu'un, on transmet de la joie, une émotion positive. Alors moi, finalement, tant que je porte mon sourire, tout va bien. Vous me disiez, Lynn, que depuis que vous faisiez tout ce travail sur vous-même, que ça allait mieux dans votre tête, dans votre vie, vous perdiez du poids presque sans vous en rendre compte. Ça fait un petit peu le yo-yo. Ça descend, ça remonte un peu, ça redescend. Alors ça, effectivement, ça va vers le bas, c'est assez cool. Mais je crois que finalement, c'est aussi une partie de ma carapace et de mon armure qui tombe, qui s'effrite. Et ce dont je n'ai plus l'utilité part gentiment. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.